Je vais passer la parole à ma collègue Amel Alaqi pour diriger la discussion, qui en principe ne doit pas dépasser les 10 minutes, ayant déjà 13 minutes de retard. Et je prie les hôtesses un petit peu de donner et de ramasser les bouts de papier pour les questions écrites en attendant. Merci. Docteur Alaqi. Je remercie les conférenciers pour cette éminente conférence et je passe la parole à la salle si vous avez des questions. Des questions. Alors, en attendant, s'il y a quelqu'un qui veut bien poser. Oui, c'est l'arrivée. En attendant de ramasser les. Vous demandez systématiquement un BRAF. Alors, comme je vous ai dit, cette classification OMS 2017 a remis au goût du jour tout ce qui est morphologique, tout ce qui est critères standards de base. Donc, pour tout ce qui est diagnostic des lésions folliculaires type NIFT, c'est surtout morphologique. Comme je vous ai montré le tableau avec la capsule qui doit être incluse en totalité pour voir s'il n'y a pas d'effraction capsulaire d'angio-invasion, et bien sûr une architecture presque totalement folliculaire, pour ne pas dire exclusivement folliculaire, avec des noyaux de type papillaire. Maintenant, en cas de doute, ça veut dire quoi doute? Ça veut dire qu'on a une capsule, comme je vous ai montré, et on a des follicules qui poussent sur la capsule. On ne sait pas, est-ce que c'est invasif? C'est pas invasif. Parce que c'est vrai que les coupes, c'est des coupes de 3-5 microns, mais entre le 1 et 2, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, dans ce cas où vraiment la NAPAT a vraiment un vrai doute, il peut s'aider par l'immunohistochimie et la biologie moléculaire pour rechercher le BRAF. Mais c'est vraiment très rare. Généralement, c'est uniquement morphologique. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la morphologie qui revient maintenant pour les tumeurs thyroïdiennes. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Excusez-moi, c'est juste dans le cadre de cette question. Est-ce que quand on complète sur le plan cytologique par un BRAF et qui revient négatif, est-ce que ça élimine un carcinome invasif? Alors, la cytologie, c'est vrai que ça aide pour poser le diagnostic du carcinome papillaire, mais pour ce qui est d'infiltration, on ne peut jamais être sûr. Alors, le BRAF positif, ça veut dire que c'est un carcinome papillaire. Maintenant, est-ce que c'est un carcinome papillaire encapsulé avec invasion minime ou enjeu invasif massif? On ne pourra jamais savoir. Donc, on va vous orienter. La cytologie, elle nous oriente. C'est par rapport à la lésion. Est-ce qu'elle est papillaire? Est-ce que c'est un carcinome? Est-ce que c'est une suspicion de NIFT? Mais vous savez très bien que l'histologie, ça reste le gold standard. Parce que c'est là où on va voir la capsule, c'est là où on va voir les vaisseaux, est-ce qu'il y a des emboles, est-ce qu'il y a une effraction capsulaire ou pas. Mais oui, le BRAF positif, c'est un carcinome papillaire, mais est-ce qu'il est invasif ou pas? Quand c'est un BRAF négatif et qu'on a une architecture folliculaire avec des noyaux de papillaire, ça peut être une NIFT, mais ça peut être aussi un carcinome papillaire. Mais bon, mais comme je vous ai dit, dans les BRAF, si c'est BRAF positif, c'est un papillaire. Si on a des vésicules avec des noyaux de papillaire et on a un doute, le problème qui se pose, c'est quand on a des vésicules avec des noyaux de papillaire qui ont un score entre 0 et 1. On a des noyaux qui sont un peu irréguliers, on ne sait pas est-ce que c'est une NIFT ou pas. Ça, c'est particulier. Mais de toutes les façons, comme je vous ai dit, il faut garder le langage. Il faut toujours garder la communication avec le pathologiste. Quand le pathologiste ne sait pas, qu'il a des doutes, il va vous le dire. Hein. Il ne va pas vous dire oui, je pense... non, généralement, on exprime notre doute sur les comptes rendus cytologiques et on peut vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers un diagnostic ou un autre. Maintenant, ça peut être sur le compte rendu. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler pour avoir plus de réponses. Alors, le BRAF, on peut le faire en immunohistochimie. Alors, en immunohistochimie sur cyto et aussi sur pièces et biopsie. Bon, sur pièces, mais le BRAF sur immunohistochimie n'est pas aussi fiable que la biologie moléculaire. Il permet de sélectionner les cas qu'on peut après proposer pour la biologie moléculaire. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Voilà. Madame Dr Prandi. Alors, ma question est pour Amina Elch. Voilà. Et peut-être pour la salle aussi. Pour les carcinomes thyroïdiens qui ont eu une thyroïdectomie,
irathérapie, etc., et qu'au cours de la surveillance, la TG reste élevée. Tu en as parlé. Et il n'y a pas de fixation et on ne trouve rien à l'imagerie. Que faut-il faire? Quelle surveillance, etc. Donc, je voulais savoir ce que vous tous vous faites dans ces cas-là. Alors, c'est l'exemple type des patients que de temps en temps tu nous adresses aussi quand on a vraiment bloqué. Et là, il faut faire, donc, quand on a une thyroglobuline qui reste élevée avec une imagerie, donc aussi bien morphologique qu'un balayage négatif, il ne faut pas hésiter à faire une TEP-TDM. Et on a une série de malades, donc on a des petites lésions qui passent inaperçues à l'imagerie morphologique et qui captent bien le FDG. Et donc là, ces malades peuvent nécessiter après une chirurgie, et donc pour des métaganglionnaires ou des lésions médiastinales qu'on peut prendre à tort dans l'imagerie morphologique comme des ganglions normaux, quand ils fixent le FDG, c'est des ganglions qui sont métastatiques. On a vu tout à l'heure que c'est une bonne valeur prédictive, une excellente valeur prédictive positive. Donc quand ils fixent, donc elles sont anormales, elles sont pathologiques, mais quand c'est négatif, c'est là où on est embêté. Des fois, on en a eu aussi des malades où on fait même un examen TEP-FDG et on ne trouve rien. Donc c'est un stade qui est on va dire radiologique et inframétabolique. Donc c'est encore un stade un stade très précoce pour identifier, mais il ne faut pas hésiter à surveiller ces malades et redemander cet examen. Par contre, cet examen, idéalement, c'est de le demander aussi en situation d'effrénation, c'est-à-dire comme pour un balayage. Ça augmenterait les chances de voir des tissus, c'est-à-dire idéalement, c'est aussi dans un cadre d'arrêt de l'évothyrox pendant 3 à 4 semaines, et on fait aussi le TEP-FDG. Donc on a remarqué, les services à l'étranger, ils ont remarqué que quand on le fait, on a plus de chances de voir ces lésions que quand le malade il est sous traitement freinateur. Voilà. On peut le refaire, c'est-à-dire tout dépend. Si la cinétique de la thyroglobuline est très importante, on peut le refaire peut-être dans 6 mois. Si la cinétique est faible et si on a un taux qui ne dépasse pas les 10, qui n'est pas très inquiétant, on peut quand même attendre pour que ça dépasse au moins la thyroglobuline dépasse les 10 pour pouvoir refaire peut-être un autre examen TEP-TDM. Voilà, j'espère avoir répondu. Sani a une question. Puisqu'on pose des questions orales, l'extemporané, on l'utilise souvent. Madame Abaoui. Oui, mais il y a des chirurgiens qui... C'est plus dans les recommandations. Micro. Alors, pour l'extemporané, c'est plus en recommandation par rapport aux lésions thyroïdiennes. Donc, c'est vrai qu'il y a certains chirurgiens qui l'utilisent. Maintenant, c'est parce que c'est une question d'habitude. On le fait parce que, bon, c'est des amis. Maintenant, peut-être qu'on va se faire moins d'amis chirurgiens, je ne sais pas. Mais bon, ce qu'on fait maintenant, c'est la cytoponction, prêt, et après, on discute en RCP, comme ce qu'on fait à Oujda avec Dr Flash. On a développé des choses comme ça. Et après, on décide avec les chirurgiens. Est-ce qu'on opère, est-ce qu'on n'opère pas, est-ce qu'on surveille. Donc, c'est ça, normalement, les recommandations. Oui. Trancher par rapport à quoi? Pas du tout. Alors là, on peut rester même une journée. Non. Parce que le problème qui se pose, comme je vous ai dit, c'est qu'il faut trouver l'invasion. L'invasion capsulaire et l'angio-invasion. Et ça, en extemporané, c'est impossible. Maintenant, pour les NIFT, il faut voir toute la capsule. C'est impossible en extemporané. Donc il y a des lésions où on ne sait pas, on ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous répondre. On peut suspecter, mais on ne peut jamais être formel. Ce n'est pas comme dans le sein, comme des autres lésions, où on est soit infiltrant, in situ, on est vraiment... dans une case ou une autre. Dans la thyroïde, c'est vraiment spécial. C'est pour ça qu'on évite maintenant l'extemporané, parce qu'on ne rend pas service au chirurgien. On ne lui donne pas la réponse qui peut l'aider à prendre une décision thérapeutique tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça à l'avance, dans le cadre de RCP. Comme ça, tout le monde est gagnant, y compris le patient. Je pense que c'est la meilleure solution. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? En fait, je vais juste faire une petite... je vous félicite pour ces exposés. Alors, c'est juste une petite remarque par rapport à l'intervention de Dr Eminent. En fait, par rapport au PT3, pour les micro-PT3, il y a certains qui préfèrent utiliser le terme micro-PT3 par invasion capsulaire, pas par la taille, parce qu'ils ont de meilleurs pronostics, que par rapport au PT3 par la taille.
Voilà, il y a des gens qui préfèrent utiliser le micro-PT3 et les PT3. Micro-PT3 par l'invasion capsulaire et PT3 par la taille. Capsulaire ou autre. Micro. Donc tu parles bien, Nadia, Capsulaire ou autre, parce qu'il y a les PT3 par la taille et micro-PT3 par l'invasion capsulaire ou vasculaire ou autre. Ils sont de meilleurs pronostics. Oui, mais une fois qu'il y a une invasion vasculaire, c'est plus la même chose. Donc, et c'est là où l'intérêt, il faut vraiment quand, je ne sais pas, elle va me le confirmer, notre amie Anapat, quand on parle d'invasion vasculaire, ça y est, on n'est plus dans voilà, voilà, exactement un ou deux, voilà. Tout à fait. Donc, ça peut être révélateur de métastases. Et là, ce n'est pas pareil. Merci. C'est pour vous la question d'ailleurs. Parce que vous avez proposé tout à l'heure des chirurgies partielles sur certains cas, des lobectomies. On sait que maintenant, la tendance, quand il faut opérer, la majorité font la totalisation. Pour la chirurgie, c'est-à-dire vous avez proposé sur certains cas des lobectomies, alors qu'on sait qu'actuellement, la majorité des chirurgiens ou des équipes font la totalisation quand ils opèrent. Hein, ils disent que c'est plus facile à surveiller, c'est plus facile à... que... D'accord. Qui reste difficile. Non, je sais bien. Mais des fois, on peut être amené à avoir une situation. Oui, mais comment faire le contrôle On est d'accord. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais on est d'accord. Il y a plusieurs éléments. On peut. Maintenant, ça se fait à l'étranger, mais il faut des équipes qui font que ça. Donc, qui font de très. Voilà, que de la thyroïde. Et là, ils peuvent faire des surveillances actives sur des malades, mais il ne faut pas oublier, il y a la décision des RCP, mais il y a aussi le choix du patient. Et il y a maintenant de plus en plus des patients qui veulent en finir. Une fois qu'on va faire une chirurgie, pourquoi faire la lobectomie pour y revenir après, quelques mois ou peut-être quelques années? Donc, et la question, elle est... Donc, il faut quand même faire... c'est-à-dire, il faut quand même poser la question au patient. Il ne faut pas oublier que le choix du patient est très important dans ces situations. Je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, donc, ma question à Dr Lej, mais à l'audience aussi. Votre expérience par rapport à la thyroglobuline ultrasensible, est-ce que vous la demandez de plus en plus? Est-ce que la thyroglobuline ultrasensible? Non, on demande la thyroglobuline que la plupart des laboratoires font. Je ne vous cache pas, nous, on est une équipe où on travaille beaucoup. Je suppose que vous connaissez professeur Alaoui Bouaraqi. C'est à qui on adresse toujours encore nos patients pour le dosage de thyroglobuline par méthode ERIA. On fait encore confiance, peut-être parce que c'est notre spécialité, mais elle reste une méthode de référence pour le dosage de la thyroglobuline. Mais on ne fait pas de thyroglobuline ultrasensible dans notre pays. Oui, ma question va au professeur Baoui. En attendant d'avoir des comptes rendus à impact standardisé, chose qu'on n'a pas encore malheureusement. C'est facile à faire. Hein. C'est facile à faire, vous appelez l'ANAPAT, vous lui demandez un compte rendu standardisé. Oui, j'aimerais bien par la suite que les ANAPAT nous disent qu'il n'y a pas de cellules hautes, qu'il n'y a pas de cellules cylindriques. Ça c'est obligatoire normalement dans les recommandations. Ce n'est pas que vous aimerez, c'est ce qu'il faut faire. Je sais que ce n'est pas toujours le cas parce que, comme je vous ai dit, il faut toujours garder le dialogue ouvert. Si vous voulez des précisions maintenant, vous appelez l'ANAPAT et vous lui demandez un compte rendu standardisé. Il n'y a aucun problème. C'est des choses, comme je vous ai dit, parce que comme il y a des diagnostics qu'on élimine, en éliminant des choses. Il n'y a pas de psammome, il n'y a pas de papille comme dans la NIFT. Il faut mettre les signes négatifs, il faut les mettre. Après, le nombre d'emboles, c'est obligatoire. Inférieur ou égal à 4, supérieur à 4, ça c'est important maintenant. Autre problème, c'est avec les tumeurs oncocytaires et les néoplasmes folliculaires. Oui. Les tumeurs oncocytaires, on ne sait jamais si c'est malin, si c'est bénin. L'ANAPAT ne précise pas et le chirurgien est toujours dans le doute. Donc, tumeurs oncocytaires... C'est une nouvelle entité, vous avez vu, ça vient d'apparaître en 2017. Alors, il faut laisser le temps à l'ANAPAT d'apprendre aussi. Oui, et néoplasme folliculaire. Mais après, comme je vous ai dit, dans les critères pour les tumeurs oncocytaires, c'est comme dans les carcinomes folliculaires. C'est l'invasion de la capsule et l'angio-invasion. Et les critères de malignité, comme dans les autres cancers, c'est-à-dire les atypies, les mythoses et tout, ce n'est pas des critères qui sont déterminants pour les carcinomes oncocytaires. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment s'acharner à avoir la capsule, avoir l'invasion capsulaire, l'angio-invasion. Et ce n'est pas toujours évident. Parce que quand on a des lésions qui sont très grandes, encapsulées, il faut aller chercher l'invasion.
Alors si on a les ondes de 4 cm, imaginez combien ça va prendre de temps pour trouver une invasion capsulaire. Pour les angio-invasions aussi. Après, ça dépend de l'anapathe. Est-ce qu'il va s'acharner? Est-ce qu'il ne va pas s'acharner? Est-ce que l'endocrino derrière, il va lui dire « je pense que c'est tumoral, reviens sur la pièce » et tout. Et je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours un dialogue entre l'anapathe et le clinicien. Parce que nous, on n'a que la pièce. Vous avez la pièce, la radiologie, le patient, la biologie, l'évolution et tout. On n'a qu'un petit bout. Alors, aidez-nous. Si vous voulez un diagnostic, on arrive à un diagnostic qui vous arrange, on va dire entre parenthèses, voilà, appelez, prenez le téléphone et dites non, ça ne m'arrange pas, je veux que vous regardiez encore plus. Ça arrive, voilà, tout simplement. Oui, Voilà. oui, madame, oui. Ça peut se passer dans le cadre d'un CHU. Mais pas du tout, pourquoi? On les a pas non, donnés je regrette. Quand on confie nos patients à un chirurgien, on est informé a posteriori. Oui. Quand on revoit le patient, c'est 15 jours après. Oui. L'anapathe, il a déjà décidé, le chirurgien a déjà répondu. On peut revenir. Et l'endocrino, elle est complètement out. La plupart du temps. Imposez-vous alors. On ne peut pas s'imposer dans le cadre d'intervention chirurgicale. Nous sommes dans nos cabinets, on n'est pas dans la chirurgie, on n'est pas dans le bloc opératoire, on ne voit pas ce qui se passe, on n'est pas. La plupart du temps, vous répondez au chirurgien, vous ne répondez pas à l'endocrino. Et l'endocrino, il arrive après. Oui, il arrive a posteriori, et là, qu'est-ce qu'il va décider et qu'est-ce qu'il va demander? Moi, je pense, la plupart du temps, sur le banc d'examen, c'est le chirurgien qui est demandé. Il n'y a même pas l'endocrino. On ne réfère même pas à l'endocrino. Ça, c'est vrai, parce que c'est lui qui a opéré, parce qu'on reçoit la pièce opératoire. Maintenant, comme je vous ai dit, les comptes rendus standardisés, c'est des comptes rendus qui sont en ligne, qui sont accessibles à tout le monde, et ça ne demande pas beaucoup de choses. Un appareil, il peut vous donner les items, comme je vous ai dit, ça, c'est pas grand-chose. Peut-être qu'au niveau du CHU, c'est vrai que le dialogue est beaucoup plus facile que, par exemple, par rapport au privé, mais là aussi, vous pouvez instaurer des RCP au privé. Voilà, je trouve que c'est dommage, parce que les RCP, moi j'ai vu à Casa, il y a beaucoup de RCP en privé qui se font, et c'est très enrichissant pour tout le monde. Et c'est là où il y a l'échange, et c'est là où on sait que chacun, qu'est-ce qu'il veut, comment il voit la chose, est-ce que les choses passent de façon claire ou pas, parce qu'il y a beaucoup de, comme je vous ai dit, il faut unifier le langage. Il y a des choses que l'anapathe dit, que le chirurgien comprend d'une façon et que l'endocrino comprend d'une autre façon. C'est pour ça qu'il faut vraiment instaurer ce dialogue entre nous. Voilà. Je suis d'accord, voilà. Oui, avec tout le monde. Je pense que c'est vraiment la solution, c'est pour ça que c'était ma dernière diapositive, parce qu'on perd un temps fou pour des malades qui posent problème. Donc voilà, on est en train d'expliquer peut-être aux chirurgiens, à l'endocrino, aux médecins nucléaires, même pour l'anapathe, c'est plus difficile. Or que pour des cas particuliers, si on se réunit autour d'une table, ça va être... Il y a la plupart des cas qui vont être évidents, mais il y a des cas qui sont particuliers. C'est ces cas qu'on peut, au moins une fois par mois, instaurer une RCP pour les cas difficiles où on a peut-être besoin d'être tous ensemble pour discuter ces cas. Voilà. Ça y est. Donc, on remercie les éminents orateurs et ça y est, maintenant le programme est fini. On va passer au déjeuner et on reprendra à 15h.